Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui pour présenter l'intelligence artificielle et plutôt pour la première vidéo, alors c'est la première vidéo d'une très longue série. On va essayer d'abord de définir l'intelligence artificielle. Alors c'est pas nous qui allons définir l'intelligence artificielle, on va s'appuyer sur le rapport Villani qui a été publié le 29 mars 2018 pour voir comment ce rapport définit l'intelligence artificielle. Et pour revenir à ce que je disais, donc là, ça va être j'ai envie de spécialiser cette chaîne sur l'intelligence artificielle et les villes intelligentes. Donc là, c'est la première vidéo d'une très longue série où d'abord on va définir ce que c'est que l'intelligence artificielle, puis après il y aura des vidéos les futures vidéos vont prendre la relève de cette présentation d'un point de vue technique et notamment montrer comment créer des modèles classés intelligence artificielle, des modèles classés type machine learning, deep learning, etc., etc. Donc d'un point de vue technique, hein, les outils, le TensorFlow, R, vraiment tous les outils qui sont spécialisés dans la mise en place, un, d'infrastructures classées Big Data, d'architecture classée Big Data, et deux, des outils classés IA, donc de l'IA plutôt statistique, appliquée d'abord aux données alphanumériques, mais il y aura aussi de l'IA appliquée aux vidéos, au son, etc., etc. Donc voilà, c'est la vidéo inaugurale sur l'intelligence artificielle, parce que vraiment cette chaîne, je vais spécialiser autour de l'intelligence artificielle et des villes intelligentes. Et on verra tous les champs d'application possibles et imaginables de l'intelligence artificielle, mise en place d'algorithmes, etc., etc. Et cetera. Et donc aujourd'hui, c'est la présentation. Et quoi de mieux que pour présenter l'intelligence artificielle que de le définir. Et comme j'ai aucune prétention et que je ne suis pas du tout expert scientifique dans le domaine, on va s'appuyer sur le rapport Villani, écrit en mars 2018. Alors voilà, très rapidement pour présenter ce rapport, voilà, donc c'est un rapport qui définit l'intelligence artificielle, mais surtout qui définit les axes stratégiques en France pour l'intelligence artificielle, d'accord? Les axes stratégiques, les secteurs stratégiques, lignes politiques menées autour de la donnée, libérer le potentiel de la recherche, anticiper l'impact de l'IA sur le travail expérimenté, pour une IA écologique, ouvrir les boîtes noires de l'IA, pour une intelligence artificielle inclusive et diverse. D'accord? Donc nous, on va s'appuyer sur le livret de vulgarisation qui fait 6 pages et qui définit ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc voilà, cette chaîne va être spécialisée outre la marketplace qui est associée à la chaîne, hein, qui va continuer de s'étayer et qui va produire des services et des produits basés sur l'intelligence artificielle dans certains secteurs d'activité, notamment l'immobilier, notamment l'environnement, etc. On va spécialiser cette chaîne sur la mise en place d'outils IA, sur la mise en place d'outils pour les villes intelligentes, la 3D, les maquettes numériques, etc., etc. Spécialiser cette chaîne autour de la donnée. Voilà, qu'est-ce qu'une donnée, une donnée alphanumérique, etc., etc. Donc il y aura beaucoup de vidéos tutoriels dans ce domaine. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au livret de vulgarisation. Et au travers de ce livret de vulgarisation, ben voilà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, écrit par Cédric Villani, Medal Fields de mathématiques. Donc voilà, quoi de mieux que de s'appuyer sur ce qu'il a écrit pour définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est vraiment très clair et très synthétique, donc allons-y. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais on va dire définir l'IA n'est pas chose facile. Le champ est si vaste qu'il est impossible de le restreindre à un domaine de recherche scientifique. C'est plutôt un programme pluridisciplinaire. Si son ambition initiale était d'imiter les processus cognitifs d'être humain, ses objectifs actuels visent plutôt à mettre au point des automates qui résolvent certains problèmes mieux que les humains. Alors déjà, c'est une première chose très importante. Voilà, bon, l'intelligence artificielle, déjà d'entrée de jeu, je vous dis que les outils, et les algorithmes classés IA ne remplaceront pas les hommes. Voilà, c'est la première chose que je tiens à dire. Ça va automatiser certaines tâches pour libérer du temps, mais ça ne va pas nous remplacer dans nos métiers. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire mieux que l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, c'est une chose, l'intelligence artificielle ne fera que ce qu'on lui dit de faire, hein. C'est comme un ordinateur, il fait ce que vous dites de faire. Il ne va pas se lever le matin et dire, oh, finalement, je vais faire ça à ta place. Non, il va faire que ce qu'on lui dit de faire. Il faudra toujours des gens pour maintenir ces outils IA, créer ces outils IA. Donc voilà. Donc c'est vraiment, on est dans l'automatisation et aujourd'hui, 21e siècle, le pétrole de ce millénaire, c'est la donnée, donc l'automatisation basée autour de la donnée et des moyens numériques. Voilà, ça c'est la première chose. Et c'est quelque chose de pluridisciplinaire dans le sens où ça touche tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, il y a les biotech, fintech, realtech, real estate tech, voilà, imotech, voilà. Tous les domaines sont touchés par cette numérisation et cette, je veux dire,
consécration de la donnée dans ces domaines d'activité qui avant était quelque chose de marginal, tout le monde s'en foutait, mais enfin, personne n'y prenait attention. Maintenant, avec la montée des compétences, la démocratisation de certains outils qui permettent d'exploiter ces données et de créer des modèles statistiques classés IA, la donnée est devenue centrale. On vise des automates qui résolvent les problèmes mieux que certains êtres humains par tous les moyens disponibles. Ainsi, l'IA vient au carrefour de plusieurs disciplines, informatique, mathématiques, probabilité, algèbre, sciences cognitives, sans oublier les connaissances spécialisées dans les domaines auxquels on souhaite les appliquer. Donc voilà, si vous appliquez ça dans le domaine de l'immobilier, il faut avoir des compétences dans le domaine immobilier, dans le domaine de l'environnement, il faut avoir des compétences dans le domaine de l'environnement, dans le domaine médical, il faut avoir des compétences dans le domaine médical, etc. etc., etc. Ils sont oubliés les domaines dans lesquels on l'a appliqué. Et les algorithmes qui les sous-tendent reposent sur des approches aussi variées, analyse sémantique, représentation symbolique, apprentissage statistique ou exploratoire, réseau de neurones, etc., etc. Donc on va revenir sur tout ça. Moi, sur cette chaîne, j'ai envie de me spécialiser autour des machine learning et des deep learning. Première chose, donc ce sont des modèles classés IA. Pas trop sur l'IA symbolique. Voilà. Et après, sur vraiment tout ce qui est le traitement de la donnée. Vraiment au sens large, le traitement des données, parce qu'il existe des types de données, des données alphanumériques, on va dire des données Excel, des données images, des données géographiques, des données des vidéos, des sons. Voilà, vraiment, il existe tout un tas de données. Et donc, à chaque type de données, un algo lui est dédié pour des champs d'application bien spécifiques. Définition de l'IA. Donc vraiment ce rapport est très très bien fait. Il fait 6 pages, il est gratuit, je conseille de le lire. Première chose, imiter les fonctions humaines, ça veut pas dire imiter les fonctions humaines, ça veut pas dire les remplacer. Marvin Minsky, l'un des précurseurs de la discipline, définit l'intelligence artificielle comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de très haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui faisait qu'avant on n'utilisait pas d'outils classés IA, mais qu'on utilise aujourd'hui, c'est surtout la démocratisation des moyens techniques, des serveurs, etc., des moyens de calcul qui font qu'aujourd'hui on est plus à même. Chaque individu est plus à même de créer lui-même ses modèles IA et d'avoir des puissances de calcul nécessaires sans être un professionnel, sans avoir des moyens colossaux. Beaucoup d'outils comme R et tout ont participé à déployer, à démocratiser l'utilisation d'algorithmes statistiques classés IA. Faut pas se tromper, les algorithmes statistiques classés IA, ils existent depuis 30-40 ans. Les modèles régressifs, les modèles autorégressifs, les machine learning, les deep learning, ça existe depuis 30-40 ans. Ça n'a pas été inventé aujourd'hui. Mais les moyens d'utiliser ces algos statistiques ont été largement démocratisés avec le temps et notamment avec l'avènement du numérique. Pour dire, je crois que pour envoyer la fusée sur la Lune, ils ont utilisé un PC qui était aussi puissant que notre portable d'aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire à quel point les moyens technologiques ont été démocratisés. En d'autres termes, une IA est avant tout un programme informatique visant à effectuer au moins aussi bien des tâches nécessitant un certain niveau d'intelligence. L'horizon à atteindre concerne donc potentiellement l'ensemble des champs d'activité humaine, déplacement, apprentissage, raisonnement, socialisation, créativité, etc. Donc ça c'est vrai, aujourd'hui on voit l'apparition de chatbots qui peuvent nous répondre en fonction des mots-clés que l'on rentre. Voilà, ce sont des algos statistiques basés sur la sémantique, donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Les champs d'application se diversifient de plus en plus. Voilà. Les promesses non tenues des débuts de l'IA amenaient à distinguer d'une part les machines qui non seulement mettent en œuvre les raisonnements semblables aux raisonnements humains, mais auraient également une réelle conscience d'elles-mêmes, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. C'est d'autre part des machines qui rendent de nombreux services aux humains, simulant l'intelligence humaine, c'est l'intelligence artificielle faible. Voilà, on est aujourd'hui dans l'intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle des machines qui auraient conscience d'elles-mêmes et tout, ça n'existe pas, ça marche que dans les films, dans la science-fiction. Si vous attendez à ça sur cette vidéo, vous pouvez partir, on n'est pas du tout dans ça. Nous, on parle d'algorithmes statistiques ici. L'objectif de la recherche est l'IA. Donc l'intelligence artificielle suscite de nombreux débats autour de l'apparition possible d'une singularité où la machine supérieure à l'être humain est conscient de cette supériorité et supplanterait dans la société. À ce jour, nous sommes très loin de la majorité. Voilà, de la majorité des chercheurs. Et la majorité des chercheurs en IA pensent même que c'est impossible. Donc vous avez l'IA faible, donc c'est mettre en œuvre toutes les technologies à disposition pour essayer de rendre un service attendu par l'utilisateur. Voilà, ça je pense que c'est la définition de l'IA qu'on peut avoir, c'est mettre en œuvre toutes les technologies à sa disposition pour essayer de rendre un service attendu par les utilisateurs. Aujourd'hui, l'IA est utilisée dans le domaine marketing et des pubs pour cibler les pubs de meilleure façon. Comment? En se basant sur vos données personnelles, on y reviendra par la suite, pour vous proposer des pubs très très pertinentes. Ça, c'est quelque chose qui utilise à fond les outils de statistiques classées IA. Dans les outils statistiques classés IA, vous avez de la classification, vous avez de la régression, vous avez plein de choses. Voilà. L'intelligence artificielle a
à l'origine voulu simuler l'activité du cerveau avec l'hypothèse que nous raisonnons avec des règles d'inférence, approche logique de l'IA. Ou plus tard, à partir des années 80, avec des neurones formels, puis des réseaux de neurones à l'origine d'apprentissage profond. Deep learning, que nous verrons plus loin, et c'est évidemment parce que d'un point de vue statistique, l'IA se divise en deux choses, les machine learning et les deep learning. Machine learning, apprentissage supervisé, non supervisé, et deep learning. Les deep learning regroupent les réseaux de neurones, réseaux bayésiens, etc., etc. Ce qu'on verra dans plusieurs vidéos plus tard, mais d'abord on commence par la base. Les progrès dans les algorithmes logiques formels, les puissances de calcul, la standardisation des langages informatiques d'un côté, les sciences du vivant, les sciences cognitives de l'autre ont fait de gros progrès dans l'IA qui ont pu, dans les domaines de recherche qui sont les siens, représentation des connaissances, traitement automatique des langues, robotique, apprentissage, planification et recherche heuristique, modélisation cognitive, etc., résoudre des problèmes de plus en plus complexes et créer des systèmes qui interagissent de façon fluide avec les êtres humains. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, donc les puissances de calcul, les outils qui sont démocratisés, les prix ont baissé, ont permis de, on va dire, ouvrir le potentiel des champs d'application de l'IA. Et aujourd'hui, vu que le numérique, la donnée, c'est devenu essentiel, que tout le monde a besoin de se standardiser, besoin de s'optimiser, on ouvre des portes de potentiel pour l'IA qui étaient fermées avant. Voilà. Avant l'immobilier, c'était pas possible d'appliquer des outils IA. Maintenant, avec toutes ces évolutions, c'est possible. Dans ce contexte d'IA faible, les systèmes de plus en plus nombreux et spécialisés, ainsi concrètement les algorithmes qui créent de nos playlists favoris, sélectionnent les meilleurs résultats de recherche ou taguent nos amis sur les médias sociaux ne savent rien faire d'autre. Voilà, exactement. Plus complexe, un système de traitement automatique du langage naturel chargé de traiter des dépêches d'agences de presse sera ordonné dans le temps divers événements sans pour autant comprendre le contenu de ces dépêches. L'adaptation de tel système à un autre type de situation demanderait un nouveau cycle de mise au point. Là, on est dans le volet apprentissage des algorithmes statistiques. Alors, je déteste quand on dit l'IA apprend d'elle-même et tout, ça veut rien dire. Les outils statistiques classés IA apprennent des données passées sur lesquelles ils se basent, sur l'échantillon de données en entrée et rien d'autre. L'IA n'apprend pas d'elle-même, elle n'a pas conscience de ce qu'elle apprend. Pour elle, ce sont que des données, d'accord? C'est l'être humain qui a derrière qui va être en mesure d'analyser les résultats produits par l'IA pour dire si le modèle produit est pertinent oui, non, si les résultats sont satisfaisants oui, non, si la marge d'erreur est satisfaisante oui, non, etc., etc. Ainsi, ce qui permet à un modèle statistique d'être, on va dire, d'être conséquent, d'être robuste, c'est la nature des données qu'on lui rentre, l'échantillon d'entrée des données, qu'on va lui rentrer. Plus cet échantillon sera robuste, sera complet, plus le modèle sera complet et robuste. Les résultats du modèle seront complets et robustes en sortie. Donc, faire de l'IA, comment s'y prendre? L'IA symbolique, vous avez trois types d'IA. L'IA symbolique, vous avez l'IA symbolique, l'apprentissage automatique, l'apprentissage supervisé qui se divise en apprentissage supervisé non supervisé, et l'apprentissage par renforcement, et enfin l'apprentissage profond, le deep learning. Donc c'est très très important. Voilà. Nous, on va spécialiser la chaîne sur l'apprentissage automatique supervisé non supervisé, l'apprentissage par renforcement et l'apprentissage profond. Voilà. On est parti. Alors il y a l'IA qu'on appelle symbolique, c'est utiliser la logique. L'IA symbolique désigne schématiquement une catégorie d'approche fondée sur des modèles, que ce soit des modèles d'interaction pour la robotique ou des systèmes multi-agents. Alors on va présenter aussi d'autres types de modèles. Voilà, on va présenter un peu d'IA symbolique avec les systèmes multi-agents. Des approches syntaxiques et linguistiques pour le traitement automatique des langues ou des ontologies, ensemble de liens entre les mots-concepts pour la représentation des connaissances. Ces modèles peuvent ensuite, entre autres, être utilisés par des systèmes de raisonnement logique pour produire des nouveaux faits à partir de caractéristiques fournies en entrée. Un exemple le plus emblématique de la technique de l'IA symbolique est celui des systèmes experts des années 80, aptes à produire un raisonnement à partir de faits et de règles connues. D'accord? Donc on a des règles, je ne sais pas, si telle chose alors ça, si telle chose alors ça, si telle chose alors ça. Et ça produit un résultat, ça c'est de l'IA symbolique, d'accord? Donc par exemple, des règles définies par un médecin étaient utilisées telles quelles pour produire automatiquement des diagnostics. Depuis, ce paradigme a évolué sur 3 points. Les modèles sont des classifications a priori des objets qui sont rangés dans des catégories fixes suivant des caractéristiques définies. Ce sont maintenant des ontologies qui en médecine peuvent contenir des milliers voire des dizaines de milliers d'objets. La médecine s'est fortement protocolisée ces dernières décennies, des spécialisés élaborent des guides de bonne pratique, d'accord. Enfin, on a changé de mode d'appréhension du raisonnement formel et du raisonnement humain. On est passé du système expert qui allait remplacer la médecine à un système à base de connaissances qui prend en compte les guides de bonne pratique et met à disposition des médecins un système qui va collaborer avec lui. Alors là, typiquement, voilà, ça ne va pas remplacer les êtres humains, ça va améliorer
ce qu'on fait au quotidien. Et ça, c'est très très important et je tiens à le rappeler. Voilà, l'IA ne va pas nous remplacer, ne serait-ce que pour mettre en place des algos classés IA, il va falloir des êtres humains derrière. Et pour vérifier la validité du modèle et vérifier que le modèle produit des résultats satisfaisants en continu, il faudra des êtres humains derrière pour vérifier les résultats statistiques en sortie. Alors, vous avez l'apprentissage automatique, alias machine learning. Voilà. Donc ça, c'est une de mes spécialités. Donc voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à faire des remarques, hein, si vous avez des remarques, des choses qui vous interpellent ou autres. Voilà. Sachant que sur cette chaîne, je vais vous faire une présentation de ce qu'est l'IA, mais sur ma chaîne spécialisée dans les SIG et la géomatique, je ferai une vidéo IA orientée SIG géomatique. Donc, à l'inverse des techniques d'apprentissage, les techniques d'apprentissage sont développées en tentant de modéliser des processus cognitifs, non à partir de l'ensemble de règles formelles logiques, mais à partir de l'analyse d'expériences passées. Donc vraiment, on est là sur l'échantillon de données qui va servir de base à bâtir les algos IA. Toutefois, toutes les approches d'apprentissage automatique comportent deux phases. La première est celle liée à l'apprentissage à proprement parler, consiste à choisir un modèle, réseau neurone, puis à ajuster les paramètres à partir des données en entrée, par exemple des photos de chats, etc., pour un modèle, des photos de chats et de chiens pour un modèle de reconnaissance visuelle. La deuxième phase est celle de l'inférence. À partir des paramètres qui ont été appris, l'algorithme effectue la tâche qui lui a été fixée, par exemple distinguer les photos de chats et de chiens. Extrêmement important, là c'est le cœur de l'IA, statistique. Voilà, les données en entrée, l'échantillon d'entrée doit vraiment être robuste, sinon vos résultats en sortie vont être foireux. Comment ça se passe? Vous mettez des données en entrée, typiquement des photos de chats et de chiens. Vous en avez 10. Vous rentrez et vous voyez sur les 10 comment lui va simuler les résultats. C'est-à-dire, vous avez 10 photos de chats et chiens. Et bien lui, vous allez dire, reproduis-moi les photos et vous allez voir si peut-être il y a 10 photos de chats et je dis n'importe quoi, peut-être il y a 6 photos de chats et 4 photos de chiens. Lui, il va vous remodéliser, vous allez avoir 5 photos de chats et 5 photos de chiens. Du coup, vous avez 90% d'explication du modèle et 10% de marge d'erreur. Voilà. Donc ça, c'est avec les données en entrée. Ça, c'est la phase d'apprentissage. Il va apprendre sur les données qu'on lui donne en entrée. La phase d'inférence, c'est, vous avez donné les 10 photos de chats et de chiens pour apprendre, et vous allez lui dire, voilà, produis-moi une 11e photo de chat et de chien, d'accord, qui n'a rien à voir avec les 10 entrées qui ont servi à l'apprentissage, et vous allez voir si cette 11e photo, la qualité de cette 11e photo, et vous allez voir si c'est pertinent, non pertinent, etc. Donc ça, c'est vraiment la phase d'inférence. C'est voilà, typiquement un autre exemple, voilà, mon modèle, ça va être plus pertinent, là, plus parlant. Voilà, j'ai une consommation énergétique de 90 à 2000, une consommation énergétique par année, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, etc. Vous allez lui dire, donc vous lui donnez ces données en entrée, de 90 à 2000, vous lui dites, dans la phase d'apprentissage, ben voilà, remodélise-moi les données, la consommation énergétique de 90 à 2000, en se basant sur les données en entrée. Et lui va vous remodéliser les données en entrée, et vous allez avoir les données de 90 réels et 90 simulés, 91 réels, 91 simulés, 92 réels, 92 simulés, etc., etc. Et vous allez voir la marge d'erreur entre les deux. À partir de ça, vous allez voir la marge d'erreur du modèle et sa pertinence. L'inférence, c'est maintenant modélise-moi les données énergétiques de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. C'est-à-dire là, on n'est plus dans les années qu'on va lui demander de simuler ne sont plus dans la phase d'apprentissage. Là, vous allez avoir une marge d'erreur, on va dire, sur le simulé. Parmi les approches de l'apprentissage automatique, on peut distinguer différentes techniques. L'apprentissage supervisé. Le problème est de distinguer des catégories d'objets dont on dispose des données étiquetées suivant des catégories. Par exemple, des millions de photos où les chats et les chiens sont identifiés comme tels. La phase d'apprentissage ajuste progressivement les paramètres du modèle pour que l'erreur soit la plus faible possible sur les exemples connus. Voilà, typiquement, on lui donne 100 000 photos de chats et de chiens. Ben, lui va resimuler les 100 000, il va recatégoriser les 100 000. Et puis vous allez voir celles qui sont catégorisées les vrais, les vrais faux, etc. Vous allez avoir une marge d'erreur. L'apprentissage supervisé, c'est le modèle qui fait tout. D'accord ? Dans la phase d'inférence, la machine catégorise des données inconnues, elle reconnaît par exemple des chats et des chiens sur de nouvelles photos. Voilà. La non supervisée, parce que vous avez aussi le semi-supervisé. Bon, on va passer par le non supervisé. Dans l'apprentissage non supervisé, au contraire, on dispose de données non étiquetées. Lors de la phase d'apprentissage, le but est d'établir des catégories. La phase d'inférence est identique à la phase d'apprentissage supervisé. Par exemple, cette technique est particulièrement utile pour déterminer les profils de comportement sur lesquels on n'a aucun a priori sur la catégorie à partir de multiples traces qu'on laisse quotidiennement sur Internet. Un exemple bête d'apprentissage supervisé. Voilà, j'ai apprentissage supervisé. On va arriver sur le non plus supervisé. J'ai des photos et c'est moi qui vais dire c'est du chat et du chien. Donc lui, il va apprendre en fonction des caractéristiques qu'on lui donne. Et puis après, quand on va lui donner une autre photo de chat et de chien, qui n'est pas dans l'échantillon, il va se baser sur ce qu'on lui a dit.
L'apprentissage non supervisé, typiquement la classification ascendante hiérarchique. On lui donne 100 000 photos et lui il va les classer en fonction des couleurs, des caractéristiques de l'image, mais sans qu'on lui ait donné aucune information. Et puis lui il va nous classer, voilà, il va nous dire peut-être c'est 50 000 premières photos, je les classe, ça va être la classe 1 parce que voilà, telle couleur, tel pixel. Les 20 000 photos suivantes, ça va être classe 2 parce que telle couleur, tel pixel, elles se ressemblent. Il y a des phénomènes de ressemblance et de dissemblance. Et puis les 30 000 dernières photos, elles vont être classe 3 parce que les photos se ressemblent, etc. etc. C'est typiquement, on va dire, ce que fait la classification ascendante hiérarchique. Et puis elle va vous dire pourquoi la classe 1, toutes ces photos sont ensemble, parce que les couleurs de pixels se tendent plus vers le rouge, parce qu'ils tendent très peu vers le vert, etc. etc. Et c'est l'apprentissage non supervisé, c'est lui-même qui va créer les classes. Alors que dans l'apprentissage supervisé, c'est nous-mêmes qui allons donner les classes de nos données. Donc c'est très très important. Voilà, typiquement l'apprentissage non supervisé. J'ai quelqu'un qui a l'apprentissage supervisé. J'ai quelqu'un qui arrive en banque pour demander un crédit. Je vais prendre en compte son âge, sa situation professionnelle, ses revenus, etc., etc. Et puis je vais avoir un modèle qui va me dire solvable, non solvable. L'apprentissage non supervisé, je vais avoir une personne qui arrive en banque qui va me dire toutes ses caractéristiques personnelles, âge, revenus, situation familiale, machin, etc. Et lui, il va juste me dire, cette personne rentre dans la classe 1, ou dans la classe 2, ou dans la classe 3. Et puis après, quand je vais regarder le profil statistique de ces classes, je vais pouvoir en déduire certaines choses. Donc non supervisé, apprentissage non supervisé, c'est l'algo statistique qui crée les classes. Apprentissage supervisé, c'est vous qui créez la classe et lui qui se base sur les classes que vous créez pour apprendre. Nuance très importante. Après, vous avez quelque chose qui s'appelle l'apprentissage semi-supervisé. Bon, voilà. Je rentre pas dans le détail. Apprentissage par renforcement se distingue des autres modes d'apprentissage à la mesure où il ne fait pas appel à des bases d'exemples constituées en entrée. Son apprentissage s'effectue via des interactions avec l'environnement. La machine effectue une action, l'état de l'environnement change en fonction de celui-ci et la machine se voit attribuer une récompense en fonction du résultat obtenu. La récompense permet à la machine de découvrir progressivement les meilleures actions effectuées vis-à-vis du résultat qu'elle cherche à obtenir. Un exemple récent de ce type d'apprentissage a été particulièrement médiatisé avec l'AlphaGo. L'action est un coup, l'environnement est le plateau de jeu avec les pions disposés dessus et la récompense est le fait de gagner ou non à la fin de la partie. L'apprentissage par renforcement trouve également des applications en matière de robotique. Voilà. J'ai une petite question, s'il y en a qui connaissent bien, est-ce que les modèles multi-agents rentrent dans cette catégorie-là, l'apprentissage par renforcement? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. À voir. Ah, ça aussi, une des spécialités, c'est la modélisation multi-agent. Vous aurez beaucoup de vidéos sur la modélisation multi-agent. C'est ultra intéressant et on commencera par le jeu d'avis. Et l'apprentissage profond, donc ce qui est à la mode en ce moment et qui est très 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 important. Voilà, qui est très très en mode, c'est les deep learning avec les réseaux de neurones, réseaux bayésiens, etc. L'apprentissage profond, deep learning en anglais, est un sous-domaine de l'apprentissage automatique qui a connu un véritable renouveau en 2006. Voilà. Ces modèles sont construits à partir d'éléments de calcul de base appelés neurones, disposés en général en couches successives. Ces neurones seront liés entre eux par des connexions dont l'importance est ajustée durant la phase d'apprentissage. Alors ça, c'est un peu classé boîte noire, hein, ces modèles-là. Autant les machine learning, les modèles régressifs, les modèles de classification, c'est pas classé boîte noire, autant le deep learning, on rentre dans les modèles classés boîte noire. Hein. Ces neurones sont reliés entre eux par des connexions dont l'importance est ajustée en fonction de chaque phase. Et on verra au cours de prochaines vidéos, voilà, qu'est-ce qu'un réseau de neurones, comment calculer, etc. Chaque neurone transforme ses entrées en une sortie en appliquant une fonction de transfert à l'ensemble des informations qui lui parviennent par ces connexions. Les réseaux de neurones sont des systèmes schématiques inspirés du fonctionnement du cerveau, toutefois il ne s'agit pas d'une analogie grossière. Voilà. Par apprentissage, on constate que les réseaux de neurones a décomposé les données d'entrée en différentes couches d'abstraction hiérarchisée. Par exemple, pour identifier les visages sur une photo, la première couche identifie uniquement les formes élémentaires, la couche suivante les assemble en gros traits, et la description est progressivement affinée, jusqu'à recomposer les visages. Les réseaux de neurones sont particulièrement efficaces dans le traitement des données assimilables à des signaux, son, images, langage, vidéo, car ils sont capables de capturer la structure complexe sur les plans spatial et temporel. On peut noter particulièrement deux types de modèles que sont les réseaux de neurones conventionnels, standards dans le domaine de l'image, et les réseaux de neurones récurrents, dans lesquels la notion de couche disparaît, utilise surtout des signaux temporels de langage. Voilà, donc ça on verra progressivement ce que c'est qu'un réseau de neurones, et puis à la fin on finit par les champs d'application, reconnaissance d'images et de vidéos, traduction, recommandation de contenu, de playlists, etc. Donc il existe énormément de champs d'application qui se démocratisent de plus en plus, la recherche, la créativité des gens font que
Les domaines d'application des réseaux de neurones sont de plus en plus importants, de plus en plus variés, de plus en plus divers, de plus en plus créatifs. Donc on a de la chance. On ira voir ce que c'est que l'IA et l'art, qu'est-ce que ça donne. Voilà, il y a énormément de choses. C'est la première vidéo. Voilà, cette chaîne va vraiment être spécialisée IA et traitement de données et ville intelligente. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à partager si cela vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y aura beaucoup de vidéos techniques, il y aura beaucoup de vidéos de description, voilà, de présentation. En tout cas, merci. Moi, j'adore ça et on continuera à en faire sur cette chaîne YouTube. Ce sera sa spécialité. Allez, à bientôt. Ciao.